Bonjour à tous, bienvenue dans la 90e, le podcast du foot qu'on aime, fait par des amateurs de football pour les amoureux du football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel entretien de la 90e. Pour m'accompagner pour cet entretien, je suis accompagné de Nathan. Comment vas-tu ? Ça va. Premier entretien pour moi, donc T'es content ? bien content. Ouais. Baptême du feu ? Enfin titulaire. Ah, magnifique. Lens Christian, si vous nous écoutez, voilà, votre place est prise. Nathan est prêt. J'ai vu que tu as amené tes petites notes. Ouais. On est préparé. Toujours. Nickel. Pour aujourd'hui, on a déjà eu jusqu'à présent des joueurs, des coachs. Mais aujourd'hui, c'est un journaliste que nous accueillons. Guillaume, bonjour, comment vas-tu ? Salut, ça va très bien. Écoute, je dis journaliste, mais évidemment, ce serait faire injure à ton pied gauche de dire que tu n'as pas joué au foot, évidemment. Je pense que là aussi, tu te débrouilles autant sur le terrain qu'en dehors. Je suis meilleur en dehors, je dois quand même bien le dire. ma carrière de joueur, enfin j'espère être un meilleur journaliste que le joueur que j'étais. D'ailleurs, donc, comme on l'a dit, tu es journaliste sportif, mais parle-nous un peu plus de toi en tant que personne globalement et ton lien avec le foot. Moi j'ai commencé le foot quand j'avais 5 ans. Mon père était un grand fan de foot, a joué au foot longtemps. C'était un bien meilleur joueur que moi d'ailleurs. J'ai commencé dans le club de mon village à Tavier, dans le nord du Namurois, on va dire. Au début, j'étais plus là pour jouer aux cow-boys et aux Indiens avec mes meilleurs potes sur le terrain que pour vraiment jouer au foot. Et puis, ça a pris petit à petit. Je me suis retrouvé à jouer à Grédoisseau, dans le Brabant, suite à la séparation de mes parents, à partir des pré-minimes, parce qu'on disait encore pré-minimes. Ouais. Ça, entre pré-minimes et minimes, quoi. Et donc, je suis resté là jusqu'à arriver en équipe première avec l'équipe B. J'ai jamais vraiment joué avec l'équipe A parce que, d'une part, il y avait un grand écart de division entre les deux, et d'autre part, comme je vous l'ai dit, j'étais pas très fort. Et puis, j'ai fait quelques années là en équipe première. Je suis parti, j'avais déjà genre 25 ans, je crois. Je suis parti jouer à Mélin, à côté de Jodogne, pendant 2 ans, en 3e provinciale à ce moment-là. Et puis, connu pour des ambiances chaudes quand même. Avec un cop assez impressionnant, supporter. J'ai eu des matchs avec des tifos et des fumigènes. Je ne peux pas en dire autant. En 3e provinciale, c'est plutôt cool. Et les fameux ultra mélinois, les UM14, comment ça s'appelle, UM14 carrément. Pour leur année de fondation. Ça donne envie. Et puis en 2016, je suis allé jouer à Aiguezé, donc qui était le club dans lequel mon papa, des gens de la famille de ma sœur, de ma maman, pardon. La famille de ma sœur, c'est moi. Donc, la famille de ma maman avait longtemps joué. Ma maman habite en face du terrain, et j'avais envie de changer un peu d'air. J'avais un peu fait le tour dans le Brabant. En tout cas, le tour de ce qui était à mon niveau, on va dire. Et je me suis tout de suite senti chez moi. J'en suis devenu coach en 2020, au moment du Covid. Et je le suis toujours maintenant. Je pars à la fin de la saison pour aller coacher l'Union Bossière-Jean-Blou, toujours dans le Namurois, mais plus près de chez moi. Et en P1 cette fois-ci. Oui, en P1 pour l'instant. Ils ne sont pas encore officiellement sauvés. Donc j'espère que ce sera le cas, mais c'est de toute façon pas ce qui déterminait le plus mon choix. Donc, on verra bien. Normalement, en P1. Et avant de venir à ton rôle de journaliste sportif pour le VIF, et journaliste sportif plus largement d'ailleurs, donc tu es coach également, comme tu le dis. Est-ce que tu as un objectif niveau coaching ? Est-ce que tu voudrais arriver à un certain niveau ou est-ce que c'est purement par plaisir ? Alors, le véritable objectif de ma carrière de coach, c'est de battre les coachs adverses à la buvette. C'est quelque chose que je maîtrise très bien pour l'instant. Donc, j'espère pouvoir continuer longtemps sur cette lancée. Mais non, plus sérieusement, j'en ai encore parlé récemment avec des amis. Et c'est un discours que les gens ont parfois du mal à percevoir parce que je pense qu'il y a beaucoup de coachs qui reportent sur le coaching leurs ambitions de joueurs. Ouais. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre du plaisir, d'être dans un vestiaire où je m'amuse bien, avec des gens qui me correspondent et d'être dans une bonne ambiance. Que ce soit en P1, P2, P3, plus haut, ça n'a vraiment pas une grande importance pour moi. C'est pour ça que je dis, la saison prochaine, ce sera normalement la P1. Mais si c'est pas le cas, j'ai donné ma parole dans tous les cas parce que c'est pas ma principale motivation. J'ai pas un véritable objectif par rapport à ça, si ce n'est de prendre du plaisir et d'avoir une équipe qui ressemble à ce dont j'ai envie qu'elle ressemble et un groupe dans lequel il y a une bonne énergie. Donc tu dois pas avoir en fait
un destin un peu à la, je sais pas si j'imagine que tu le connais, à la Julien Maumont, un peu comme, enfin, moi je trouve qu'il fait un peu la même chose que toi, sauf que lui c'était à la télé. Moi je le connais pas, du coup si tu peux, j'ose espérer que je suis pas le seul. Non, donc Julien Maumont c'est un ancien analyste sur Canal+, en fait, qui analysait des matchs de Première Ligue et qui aujourd'hui, à travers les connaissances qu'il a effectuées sur le plateau de Canal+, avec Mathieu Baudemer, travaille en fait dans la direction sportive du Havre. Ok. Donc, on voit un peu le travail que tu fais dans nos médias ici. Donc, vu qu'en plus tu combines ça avec le métier de coach, ça t'intéresserait pas d'avoir ce genre de destin? Je connais bien Julien. C'est vraiment d'ailleurs très très bien ce qu'il fait et ça ne m'étonne pas. Tous les gens qui le connaissent se demandent tous quand est-ce qu'il dort. Mais non, c'est vraiment un mec qui est très très impressionnant dans la qualité et la finesse de son travail. Pour vous donner une anecdote, un jour il s'intéressait à Anderlecht et il m'avait envoyé des messages. Et cette saison-là, moi j'avais vu tous les matchs d'Anderlecht. Et il m'a envoyé des messages tellement précis que je me suis dit mais c'est pas possible, il a vu plus de matchs que moi. Et donc là, on est vraiment sur du très très haut niveau. C'est une opportunité que j'ai déjà plus ou moins eu sans que ça se concrétise vraiment. Mais en fait, c'est aussi au-delà d'être un changement de profession, c'est vraiment un changement de vie. Ouais. Et moi, j'ai un fils de 5 ans. Je vois déjà pas beaucoup entre le travail et le foot. Si en plus, le foot devient vraiment mon travail. Je pense que ça me ferait passer à côté de trop de moments que j'ai pas envie de rater pour l'instant. Okay. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu devrais faire plus tard, du coup? C'est toujours une question de feeling. Là, dans l'absolu, je me dirais pas, si je ne le fais pas, je me dirais pas, je suis passé à côté d'un truc. Ouais. Mais si à un moment, le projet me ressemble, l'endroit, ça me parle, le club, le staff dans lequel ce serait, ou la direction avec laquelle ce serait, ça pourrait m'intéresser, ouais. Mais c'est pas un objectif, quoi. Ok. On y reviendra de toute façon de cette relation entre le coaching et le journalisme, parce que j'ai lu quelques tweets venant de toi où tu mettais en exergue aussi certaines relations possibles entre les deux. Mais du coup, venons-en à ton métier principal, du moins actuellement, journalisme sportif. Comment est-ce que tu es arrivé à... Quel a été ton parcours jusqu'à ce métier de journaliste sportif? Alors, ça faisait très longtemps que je voulais faire ça. Je dirais que vers mes 10-11 ans, j'étais plus ou moins convaincu que j'avais envie de faire journaliste sportif. Okay. J'ai toujours bien aimé écrire, donc je me voyais vraiment dans la presse écrite. Et c'est ce vers quoi je me suis dirigé par la suite. J'ai étudié les langues romanes à l'université à Louvain-la-Neuve parce que j'avais pas envie de faire... En fait, j'avais regardé le cursus de communication et tout le baccalauréat me branchait pas du tout. Et je m'étais dit, autant faire des études que j'aime bien, tout en sachant qu'il est possible de faire une spécialisation après. Donc, j'ai étudié les langues romanes pendant 5 ans. Ensuite, j'ai fait un master complémentaire d'1 an en journalisme, toujours à Louvain-la-Neuve. Okay. Et donc, c'est comme ça que ça s'est lancé. J'ai un ami qui était avec moi, qui est entré sur le site web de l'ADH. C'était la Libre et l'ADH, puisque c'est le même groupe. Okay. C'était la même... on postulait pour les deux, quoi. Et il m'avait dit, il cherche des gens. Donc, j'ai commencé comme ça en 2012. Okay. En parallèle, j'ai commencé à écrire un peu 2-3 trucs, des piges, un petit peu, notamment pour Sport Foot Magazine, où j'ai été engagé en 2015 jusqu'à la fin du magazine qui était au printemps dernier. Ouais. Et là, en fait, le positionnement du groupe Roularta, c'était de rapatrier dans le vif des pages sportives, comme c'était le cas auparavant, historiquement dans le vif. Ah, ok. Ça, je savais pas. Mais moi non plus. Je l'ai appris à ce moment-là. J'étais content de l'apprendre parce que ça m'a permis de garder un travail. Ouais, c'est ça. Et le Sport Foot Mag, c'était quand même une institution. Enfin, moi, je me souviens, j'ai commencé à lire quand j'étais petit. Donc, donc moi, je faisais la collection, personnellement. Ça a été un choc, non seulement, on va dire, professionnellement, parce que j'ai plein de collègues qui ont perdu leur travail, mais aussi symboliquement par rapport à ce que ça représentait pour moi. Et j'ai plein de gens qui me disent encore maintenant, moi, j'avais tous les numéros dans ma chambre, etc. Donc, je pense que ça représentait quelque chose pour pas mal de gens, pour pas assez, je pense, dans la gestion globale du truc. Mais donc voilà, en gros, dans le vif maintenant, ils ont conservé 2 journalistes. Jonas Kreter, un de mes collègues néerlandophones, qui lui travaille plutôt pour Knack, qui est la version néerlandophone du vif, et qui lui s'occupe plus de tout ce qui est sport, principalement cyclisme, mais aussi même sport olympique, on va dire, au sens large. Et moi qui m'occupe de tout ce qui est foot. Et comment on arrive à se faire un nom dans ce milieu? Parce que autant c'est facile de s'en faire un
quand on est devant la télé ou devant les écrans, plutôt à la Benjamin de Senac ou autre journaliste sportif. Mais dans la presse écrite, comment tu expliquerais le fait que, voilà, on va pas se mentir, tu es peut-être le journaliste sportif qui écrit et qui est le plus connu, en tout cas le plus réputé. Comment tu expliques cela? Déjà, j'ai pas la prétention. Je crois qu'il y a des journalistes qui sont beaucoup plus connus que moi, non seulement en Flandre, mais aussi, je pense que les journalistes qui sont les plus connus, c'est souvent ceux qui travaillent sur les clubs, enfin, sur les clubs phares, on va dire. Voilà, des journalistes qui suivent le Standard, qui suivent Anderlecht. Je pense qu'ils ont un nom plus connu que moi qui suis de manière générale. Moi, j'avais pas de stratégie pour être connu parce que ça m'intéresse pas spécialement. Je voulais juste faire mon taf et le faire de la meilleure manière possible. Et moi, ce qui me plaît, c'est d'analyser les matchs, de comprendre et de transmettre aussi ce qui se passe sur un terrain, la dynamique entre deux équipes, ce qu'un coach veut mettre en place, la façon dont les joueurs jouent, pourquoi est-ce qu'ils jouent comme ça. C'est ce qui m'a toujours intéressé et que j'essaye d'expliquer tout en étant un peu présent sur les réseaux sociaux. Pas de ouf non plus, mais je suis plutôt actif sur X, comme on dit maintenant. Ouais. Pas encore habitué, mais... Non, moi non plus. Et donc, ça s'est fait naturellement. Je pense que, voilà, j'imagine qu'il y a pas mal de gens qui trouvaient que ce que je faisais, c'était bien. Et ça a fait que il y a de plus en plus de gens qui, par le partage et tout, se sont mis à lire ce que j'écrivais. Et maintenant, ça reste... on ne me reconnaît pas quand je vais faire les courses. J'en suis très content, même si un jour, à un moment, je passais un peu sur LN24 quand il y avait un talk show le dimanche soir, et là, c'est marrant. À la boulangerie, un jour, la boulangère m'avait dit mon mari vous a vu à la télé hier. Et en vrai, je préfère que ça ne m'arrive pas tout le temps, parce que je dis souvent à Benjamin de Senac qu'on donne cours ensemble à l'IEX en journalisme, justement. Ouais. Et je lui dis souvent que moi, j'ai la chance de pouvoir faire mes courses sans que les gens regardent ce que je mets dans mon caddie. Ouais. Et je pense que ce n'est pas son cas. Non, clairement. Et c'est marrant parce que tu as déjà évoqué pas mal de sujets dont on va parler aujourd'hui, notamment le paysage médiatique belge qui, tu l'as dit, francophone, néerlandophone, la disparition du monument, en tout cas... d'un point de vue magazine en Belgique et la comparaison avec d'autres pays. Donc ça va être clairement super intéressant. Pour revenir à ton rôle et ta manière d'écrire, moi personnellement, je vais le dire, moi, réellement dans les articles d'analyse, je vois personne d'autre à part toi en Belgique. Et en plus, tu le fais super bien, je trouve. Et je suis d'accord avec toi qu'en effet, dans la presse écrite, souvent les journalistes qu'on retient sont ceux qui suivent un club en particulier. Et souvent, ceux-là sont cités par les supporters du club et tout ça. Je me demande, est-ce que d'ailleurs, ces journalistes ne deviennent pas ou ne sont pas à la base supporters du club qui suivent? Je pense pas spécialement. Parfois, oui. En fait, le journalisme sportif a ça de particulier que la plupart des gens qui deviennent journalistes sportifs le deviennent parce qu'ils sont fans de foot ou du sport qu'ils suivent. Mais on ne devient jamais... c'est pas comme journaliste économique, on n'est pas fan du Dow Jones. Je ne pense pas. On ne sait pas. Oui, peut-être. En tout cas, c'est pas mon cas. Mais je crois que forcément, on a toujours un lien plus fort avec l'un ou l'autre club à la base. Après, on est parfois amené à suivre ce club-là et parfois pas. Moi, je connais des journalistes qui étaient supporters du Standard et qui suivaient Charleroi. Et ils faisaient leur travail de façon tout à fait normale. Sur Charleroi, et puis et je connais des journalistes qui sont supporters de leur club, mais du club qu'ils suivent, mais qui le traitent de façon tout à fait honnête. Et je pense que l'important, c'est de faire la part des choses là-dedans, mais c'est clair qu'on est tous un peu... on arrive tous un peu dedans parce qu'on aime le foot. C'est pas possible autrement. À la limite, plus que parce qu'on aime le journalisme. Ouais, c'est sans doute ça, en général, qui pousse à devenir journaliste sportif. Pour toi, et t'en as déjà un peu parlé, quel est pour toi le rôle du journaliste dans le football en particulier? Parce qu'on dit... Est-ce qu'il y a un terme d'ailleurs pour journaliste footballistique ou... Non, journaliste foot. Journaliste foot. Mais quel est le rôle du journaliste foot selon toi? Pour moi, c'est équivalent au rôle de tout journaliste, c'est de profiter du fait qu'on a un accès privilégié à des personnes ou à des informations pour le transmettre du mieux possible aux gens. En fait, c'est ça le rôle, c'est la transmission, c'est de
d'essayer de faire comprendre aux gens les choses qui se passent dans le milieu du foot, que ce soit sur le terrain ou en dehors, que ce soit sur le mercato, sur quel que soit le domaine de prédilection, on va dire, parce qu'il y en a pas mal dans le milieu. Pour moi, la clé, c'est ça, c'est d'aider les gens à mieux comprendre tout ce qui se passe. Nathan, il y a quelque chose sur lequel tu veux rebondir déjà? Est-ce que ton métier, il a changé au cours des différentes années, à savoir que voilà, il y a eu une explosion des réseaux sociaux, comme tu dis, il y a eu même la disparition de certains médias, comme on parlait avec Sport Foot Mag. Tu trouves que ton métier a changé, que tu as dû t'adapter à certaines choses? Alors, en fait, moi, j'ai la chance d'avoir commencé sur le web avant de commencer dans du magazine. Et donc, j'ai pas le même biais que les gens qui, je pense, ont commencé par de la presse purement papier et qui se sont retrouvés à donner beaucoup d'importance à tout ce qui est digital, réseaux sociaux, etc. Parce que pour moi, ça a été naturel dès le début. Je pense que pour les gens de notre génération, l'évolution, elle n'est pas gigantesque. Il y a un peu d'évolution dans la manière dont les clubs traitent eux-mêmes l'information. Ça a un peu changé, mais pour moi, c'est pas un changement fondamental non plus. Ça va pas me bouleverser, en tout cas, ma façon de travailler. Donc, l'évolution, je crois qu'elle est plus marquée pour les journalistes qui maintenant ont 50 ans que pour les journalistes qui maintenant en ont 30, parce que depuis 10 ans, en fait, on est dans une certaine logique avec des nouveaux réseaux sociaux, des nouveaux types de contenus, mais qui suivent la même logique de la consommation plutôt rapide, où on est plus un peu dans le snacking, un peu de contenu. Enfin voilà, ici on enregistre un podcast, mais on va en sortir des extraits pour les mettre sur les réseaux, et c'est ces extraits-là qui font que les gens ont envie de regarder tout le podcast. Exact. Et c'est le même mode de fonctionnement qui se retrouve partout, avec la subtilité que, pour moi, la grande nuance maintenant, c'est qu'on essaye de rendre payant du contenu qui a été gratuit pendant des années, et ça, c'est quelque chose qui est parfois difficile à faire accepter pour les lecteurs. C'est normal, si pendant 10 ans, on va à la boulangerie et on nous donne le pain gratuit. Je parle vraiment beaucoup de boulangerie aujourd'hui, je m'en rends compte. Et d'un coup, on y va et la vendeuse vous fait, en fait, c'est 2 €. Vous allez quand même chercher s'il n'y a pas une autre boulangerie où le pain est toujours gratuit. C'est effectivement. Ça. Et en effet, avec Internet, il y a régulièrement possibilité de trouver une autre source qui donne l'info, en tout cas quand c'est une info. Et je pense que c'est là aussi une grande différence, c'est que dans l'analyse, forcément, l'analyse, tu ne sais pas la trouver aussi facilement qu'une info. Oui, et puis elle est moins, enfin, c'est moins factuel déjà, tout simplement. Donc ça a moins d'intérêt pour les gens d'être repris ou d'être trouvés ailleurs. Et je pense que on est dans des trucs assez précis qui font que des gens qui s'y intéressent vont avoir peut-être plus facilement envie de payer un certain montant qui peut varier pour lire des analyses que pour lire une info qui va se retrouver partout sur les réseaux. Je veux dire, personne ne va payer pour savoir que Kylian Mbappé veut au Real Madrid, par exemple. Alors que pour comprendre quel rôle il peut avoir dans le système de jeu d'Ancelotti, si on arrive sur quelque chose d'assez pointu, là, les gens qui sont vraiment en demande de ça vont peut-être être plus amenés à pouvoir aller vers des contenus payants. D'ailleurs, tu as dit que tu as toujours aimé écrire, mais je pense pas qu'on est revenu là-dessus, mais toi, tu as toujours voulu écrire sur la stratégie, la tactique et ce genre de choses, ou quand tu été devenu journaliste sportif, tu avais peut-être l'idée d'être, je sais pas moi, commentateur ou consultant? J'ai toujours voulu écrire, mais c'était pas spécialement clair au début sur quoi. J'aimais bien écrire des portraits de footballeurs que je trouvais un peu sous-estimés ou dont on parlait pas assez. C'est quelque chose que j'aimais bien faire au début. Et puis, naturellement, en fait, moi, je suis un grand supporter de l'Inter. T'as dû être heureux de ce que t'as vu hier. Oui, tout à fait. Mais j'en parlais récemment avec un ami qui est aussi supporter de l'Inter, et je lui disais que ça doit faire genre 20 ans que je vois vraiment beaucoup de matchs de l'Inter, et que la régularité sur cette saison, évidemment, en disant ça, je vais leur porter une poisse gigantesque, mais que la régularité sur cette saison, je l'ai très rarement vue. Même l'Inter de Mourinho, il n'y avait pas cette sensation de maîtrise vraiment de tous les matchs, je trouve, avec autant de qualité et de maîtrise avec le ballon et de richesse dans ce qu'il propose. Donc ça, c'est vraiment super intéressant. Mais ce qui m'a lancé au début, c'est... moi, j'étais supporter de l'Inter, et au tournant des années 2010, il y avait
il y a la grande opposition Inter-Barça, et Mourinho-Guardiola. Ouais. Et tout le monde disait que Guardiola, c'était le football. Et moi, c'est ça qui m'a un peu lancé dans le truc, c'est pourquoi est-ce que les gens trouvent que ça, c'est le foot, et ce que fait l'Inter, c'est pas le foot. Et en fait, il y a plein de manières de jouer au foot, il y a plein de manières d'essayer de gagner un match. Et quand on arrive à se détacher des considérations esthétiques, qui sont très personnelles, parce que quand c'est Barça-Real, après, la grande opposition entre Guardiola et Mourinho, c'est vraiment une opposition de style gigantesque, mais il y a des gens qui disaient ouais, le Barça qui fait 5000 passes, c'est vraiment chiant. Et d'autres qui trouvaient ça génial. Et à l'inverse, il y en a qui disaient ouais, le Real, ils savent que s'installer et contre-attaquer. Et d'autres qui disaient mais non, c'est hyper spectaculaire, ça va vite. Donc voilà, là, il y a vraiment des questions d'affinité. Mais l'intérêt, après, c'est de comprendre pourquoi l'un fait ça, pourquoi l'autre fait ça. Ouais. Et c'est ça qui m'a un peu lancé dans le truc. Plus les Diables Rouges, qui commence à remonter à cette période-là avec Marc Wilmots. Et c'était une équipe qui, en tant que supporter, me donnait beaucoup de frustration par rapport à ce qu'elle était capable de produire footballistiquement en comparaison avec la qualité des joueurs qu'il y avait sur le terrain. Et donc, tout ça m'a amené à commencer vraiment à réfléchir beaucoup plus sur le jeu. Et c'est ça qui m'a lancé à m'intéresser beaucoup plus, lire beaucoup de choses, regarder beaucoup de matchs et élargir un maximum le panel, parce que je pense que c'est un conseil que je donne toujours quand on donne cours en journalisme, c'est il faut voir et lire un maximum de trucs et jamais se dire qu'on maîtrise tout, quoi. Ouais, tu évoquais aussi les Diables Rouges. J'avoue que moi, je suis très friand de tes articles après les matchs des Diables où justement tu expliques un peu ce que le coach a tenté de mettre en place. Et justement, je trouve que c'était le tweet dont tu parlais, donc c'était que le fait que pour toi, un journaliste est censé analyser ce que le coach a voulu faire et pas se substituer au coach. Est-ce que tu penses qu'il y a quand même encore beaucoup de journalistes qui tentent de faire ça? Et comment est-ce que toi, qui en plus est coach à côté, est-ce que tu parviens à juste te focus uniquement sur il a essayé de faire ça, il a voulu jouer comme ça et c'est tout? Oui, parce qu'en fait, je crois que, et c'est fort marqué sur les Diables Rouges, parce qu'en fait, c'est un réflexe de supporter. On a toujours envie, on a tous des joueurs qu'on aime bien et qu'on aimerait bien voir avoir plus de temps de jeu, et d'autres qu'on aime moins et où on se dit, bah lui, pourquoi est-ce que le coach le met tout le temps? Et en fait, on se pose la question, mais on n'essaie jamais d'y répondre. Parce que il y a toujours un biais qui fait qu'on va considérer que, si moi je trouve que Youri Tielemans c'est plus fort qu'Amadou Onana, c'est un exemple que j'utilise volontairement parce que les deux joueurs n'ont rien à voir. Je pourrais écrire des articles pourquoi Youri Tielemans doit jouer. Mais moi, je considère que c'est pas mon travail. Parce que déjà, je considère que Domenico Tedesco ou Roberto Martinez ou Marc Wilmots connaît mieux son équipe que moi, connaît mieux son travail que moi et connaît mieux le foot que moi. Donc, à partir de là, la posture logique est d'essayer de comprendre et de faire comprendre aux gens pourquoi est-ce que c'est lui qui a repris et pas un autre. Par exemple, quand Roberto Martinez reprend Elias Kobot, personne ne comprend à ce moment-là. Et toi, tu essaies de l'expliquer. Et moi, j'essaie de l'expliquer en matière de jeu. Et après, il y a des gens qui disent par après, il l'a repris parce qu'il était Anderlecht et qu'il voulait faire gonfler la valeur. Et peut-être, en vrai, moi, ça, j'en sais rien. Mais donc, je peux pas avancer un truc que je sais pas. Et par contre, je trouvais que en termes de jeu, la réflexion avait du sens. Et après, ça n'a pas abouti. Et Elias Kobot n'était certainement pas le joueur amené à devenir le futur arrière-gauche de l'équipe nationale. Mais ça pouvait s'expliquer. Et ce qui est important, c'est de pouvoir l'expliquer. Et moi, je ne demande jamais aux gens d'être d'accord avec moi. C'est juste, ça me semble logique d'en fait essayer d'expliquer ce qui se passe plutôt que de dire ce que moi, je voudrais qu'il se passe. Parce que ça, je considère qu'on s'en fout. Mon avis ne vaut pas plus que l'avis de n'importe quelle autre personne qui regarde les matchs. Puisque et surtout, ça ne changera rien. Oui, et en plus, ça ne changera rien. Non, mais moi, c'était le côté Diable Rouge. Moi, c'est ce qui me parle le plus. D'ailleurs, comment toi, tu regardes un match de foot? Oui, c'est ce que je me suis dit aussi. D'ailleurs, tu dois en manger beaucoup. Est-ce que tu te focalises sur un joueur? Ça dépend ça dépend des fois. Enfin, ça dépend dans quelle posture je regarde le match aussi. Généralement, je regarde vraiment... je regarde vraiment concentré. J'arrive pas à... Enfin, si je vois un match où je suis avec des amis ou quoi, je sais pas vraiment le regarder pour moi. Okay. Je suis devant, je le vois, mais je le regarde pas. Avant, je revoyais tout le temps
Les matchs des Diables, pour les analyses, par exemple, comme c'était assez précis, je les voyais toujours une deuxième fois. Pour être sûr de ne pas avoir loupé un truc, pour confirmer. Parfois, il y a un truc qu'on voit à la 70e minute et on se dit est-ce que c'était le cas avant, et le fait de revoir permet de constater sinon c'est un changement un peu inopiné ou si c'était vraiment le plan depuis le début mais qu'il avait peut-être moins bien fonctionné ou qu'on y faisait moins attention. Maintenant, avec le temps, on s'exerce un peu l'œil et on voit plus rapidement ce qui est en jeu sur le terrain. Et moi, une chose que j'ai apprise avec le temps, c'est de regarder ailleurs que là où est le ballon. Et c'est pour ça que des fois, je m'énerve devant la télé sur les réalisateurs qui font des gros plans tout le temps et que j'aime bien aller au stade pour pouvoir avoir vraiment cette vue d'ensemble. Et en fait, la dynamique, c'est voir pour chacune des deux équipes qu'est-ce qu'ils font quand ils ont la balle, qu'est-ce qu'ils font quand ils ne l'ont pas, qu'est-ce qu'ils font quand ils la récupèrent et qu'est-ce qu'ils font quand ils la perdent. Ça, c'est pour moi les quatre aspects clés pour essayer de définir comment joue une équipe. Et après, ça arrive que je me focalise sur un joueur en particulier dans le but d'une analyse ou, par exemple, récemment, j'ai revu quelques matchs d'Anderlecht en me focalisant sur Zeno de Bast. Okay. Parce que j'avais une image de lui défensive qui était assez, je peux pas dire négative, mais je trouve depuis le début que Zeno de Bast n'est pas un grand défenseur. Et je trouve qu'il a beaucoup progressé ces derniers temps. Et j'ai revu des matchs pour comparer vraiment voir où était cet axe de progression et si je m'étais pas planté, parce que on a parfois tendance à avoir des biais ou quand on a un avis au début sur un joueur, on reste là-dessus. Ouais. C'est important de pouvoir être ouvert au fait de changer d'avis. Et moi, il y a vraiment des joueurs sur lesquels je me suis trompé. Au début, je me disais, ouais, Yohan Bakayoko, c'est un peu surfait. Et maintenant, quand je le vois jouer de plus en plus, je me dis, OK, il y a joueur, quoi. Et il y a plusieurs gars comme ça où le fait de les voir évoluer, parce que tous les joueurs évoluent et il faut jamais oublier ça, ça permet de ressentir vraiment un changement et faut toujours garder l'esprit ouvert, en fait. Si on commence un match avec déjà un biais, on peut toujours faire tout rentrer dans cette histoire-là. C'est un peu comme quand on utilise des chiffres. On peut toujours, pour n'importe quel joueur, je peux prendre des chiffres qui le font passer pour le meilleur ou le pire défenseur du monde, par exemple, en fonction de ce sur quoi on va appuyer. Donc, il faut garder l'esprit ouvert et être toujours éveillé au fait que les joueurs évoluent et que notre posture doit aussi être capable d'évoluer. Moi, j'ai envie de rebondir sur quelque chose que tu as dit. Tu t'énerves sur les réalisateurs, ce que je comprends. J'avais vu Swan Borsellino qui lui montrait une image qui était pas du média qui avait les droits, où en gros lui, il avait une vue sur le terrain comme dans le virage en fait, donc dans la longueur du terrain, et il avait l'air de dire que c'était bien plus facile du coup d'avoir l'analyse tactique là-dessus. Souvent les journalistes sont dans le stade, dans la tribune de presse. Est-ce que tu penses que c'est vraiment une plus-value d'avoir soit cette vue télévisuelle depuis le virage ou d'être dans le stade pour faire ton analyse? En fait, ça dépend. Ça dépend où on est positionné dans le stade aussi. Ouais. Dans les stades plus récents, on est souvent positionné très haut, ouais. Ce qui permet de bien voir les déplacements d'ensemble, on va dire. À Genk, à l'Antwerp, à Gand, c'est des endroits où on est vraiment très haut dans la tribune. À Malines aussi, avec les rénovations. À Anderlecht, ça a évolué. Avant, les journalistes étaient beaucoup plus près du terrain. Maintenant, ils sont à l'étage. Okay. Donc, tout ça, c'est quand même un changement. Après, si vous allez à Eupen ou à Westerlo, on est plus proche de la pelouse. Donc, on est proche des entraîneurs. Ça a des avantages aussi. Mais par contre, on a une beaucoup moins bonne vue d'ensemble sur le terrain. Et là, on voit mieux à la télé. Okay. Mais ça dépend un peu des stades. Et récemment, je commence un peu avec mon fils à aller voir des matchs pour qu'il découvre un peu... Et j'essaye de l'amener à plusieurs endroits pour qu'il choisisse le club qu'il aime bien lui-même. Pour l'instant, comme il a 5 ans, évidemment, il change à chaque match. Mais on est allé voir Standard OHL récemment. Ouais. Et on était au-dessus du PHK. Donc vraiment derrière le but, côté supporter-visiteur. Ok, donc près de la bâche. Mais tout en haut. Okay. Ouais, voilà, tout en haut. Et donc, on était vraiment aligné avec le milieu de terrain, quoi. Ouais. Vraiment plein centre. Et c'est une vision des matchs que moi j'ai vraiment rarement de la posture où on est mis en tant que journaliste. Et je me suis dit, en fait, on devrait être mis là. C'est super intéressant. On voit beaucoup mieux. Bon, forcément, il y a un côté du terrain qu'on voit moins bien que l'autre. Ouais. Mais par contre, dans
les déplacements de l'équipe, c'est beaucoup plus clair. Et d'ailleurs, la plupart des clubs qui filment leurs matchs ou leurs entraînements filment notamment avec cette vue-là. Ah ouais. C'est intéressant ça. Parce Donc, que ça permet de voir beaucoup mieux l'occupation de la largeur plutôt que l'occupation de la longueur. Et en fait, l'occupation de la longueur, elle est assez évidente puisqu'elle dépend du hors-jeu. On voit la compacité du bloc, mais ça se voit aussi de derrière. Et par contre, l'occupation de la largeur, c'est quelque chose qu'on perçoit beaucoup moins bien quand on est mis sur le côté, simplement pour des raisons de perspective, en fait. Tu penses qu'il y a ce genre de discussion à l'intérieur des productions télévisuelles qui s'occupent du contenu de la Pro League, par exemple? Parce que, allez, on a l'impression, aller un peu dans un débat un peu plus général, que même au niveau tactique, si ce n'est les derniers, certains chroniqueurs à la Swan Borsellino ou Alex Teclac, mais bon, qui était un ancien joueur, on a peu ce sentiment qu'il y a une vraie focalisation sur l'aspect tactique, l'aspect stratégique des matchs, ou alors ça reste très, très, très bref. Donc, qu'en penses-tu? Pourquoi cette chose? Et pourquoi, par exemple, ce que tu viens de dire sur la réalisation, il n'y a pas plus d'évolution chez nous ici en Belgique? Moi, je crois qu'il y a beaucoup de gens pour qui ça reste vraiment du divertissement. Et c'est un truc que je respecte tout à fait. Et il y a des gens que ça saoule de parler du positionnement entre les lignes et dans quel système ils sont et à quelle hauteur ils mettent le pressing. Et je pense qu'on a parfois tendance, nous, à avoir le biais d'oublier ces gens-là parce que quand ça nous intéresse, on se dit que ça doit intéresser tout le monde. Mais c'est clair qu'il y a... En fait, le football a beaucoup évolué ces dernières années. Enfin, pour moi, depuis Guardiola, il y a une vraie évolution de la façon dont le foot est joué. Si vous regardez, faites l'exercice de regarder des matchs de 2005, même des matchs qui sont restés dans notre mémoire et tout, de cette période-là où on se disait c'est des matchs de fou, la qualité du jeu, c'est vraiment terrible. Merci beaucoup. C'est effrayant. Merci beaucoup. Vraiment. Et en tout cas, c'est pas du tout, ça se joue pas du tout de la même manière. Et la plupart des consultants actuels, puisque ce sont des joueurs qui ont terminé leur carrière, sont des joueurs qui ont plutôt connu la situation d'avant et qui donc n'ont pas la même sensibilité au fait de travailler avec de la vidéo, au fait de travailler avec des statistiques, au fait d'avoir beaucoup plus de précision tactique. Et là, ça devient un genre d'éthique de travail personnel. Soit les gars décident de s'y intéresser parce que ça les intéresse, soit ils s'y intéressent pas parce que ça les intéresse pas, et en sort ce qui peut en sortir derrière. Et moi, j'ai pas la prétention de dire que tout le monde devrait faire ce que moi je fais en termes de retour journalistique sur les matchs, parce qu'il y a plein de choses très intéressantes à raconter autres que ce qui est analyse tactique. Et je pense que c'est un bon complément et que c'est difficile de donner un bon complément sur des chaînes qui sont quand même destinées au plus grand nombre. Par exemple, sur un match des Diables Rouges, c'est bien d'avoir de l'analyse, c'est important, mais il faut pouvoir la vulgariser parce que c'est regardé par des gens qui regardent jamais un match de foot en dehors d'une Coupe du Monde ou d'un Euro et qui doivent aussi se retrouver sur 15 minutes de mi-temps. Ils doivent pas se dire « Wow, mais ils sont complètement fous, qu'est-ce qu'ils racontent » quoi. Donc il faut trouver un bon équilibre et ça nécessite d'avoir différents types de consultants. Et je pense que chaque consultant, chaque journaliste a plus ou moins son public par rapport à ça. Mais est-ce que c'est pas justement ce que Eleven est en train d'essayer de faire pour pousser son application mobile, de justement offrir aux plus pointilleux et ceux qui veulent s'arrêter sur la partie plus tactique et analytique du foot, de justement offrir cette possibilité de choisir soi-même l'angle de vue d'un match? Ouais, je pense que c'est... Je sais pas si l'option existe, parce que moi, je regarde sur la télé à l'ancienne. Ouais, mais ils ont fait quelques tests. Mais oui, je pense que c'est une option. Je crois que c'était le cas pendant la dernière Coupe du Monde, notamment, où on savait avoir... en tout cas, il y avait la possibilité de recevoir et donc d'offrir, je crois que c'était fait par quelques chaînes payantes, d'offrir cette tactical cam, comme ils l'appellent, avec une vue derrière un but. Et oui, je pense que c'est... On va de plus en plus, de toute façon, vers du journalisme un peu à la demande pour que chacun puisse y trouver son compte. Et donc, certainement, je pense qu'on pourrait arriver à une situation où le même match, dans la mesure où c'est un match suffisamment important, est commenté par plusieurs équipes de commentateurs différentes qui le commandent d'une manière différente par rapport à leur sensibilité à eux et qui permettrait à un fan d'analyse de choisir son duo et à un fan plutôt simplement de foot qui a envie de
vivre un moment où on est plus dans l'émotion, etc., d'avoir un autre duo qui serait complètement différent et qui transmet complètement d'autres choses. Mais je plus vois ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup, et moi, je me fais souvent cette réflexion. C'est pas une critique, parce que je regarde l'émission tous les lundis, depuis maintenant que j'ai 10-12 ans, mais la tribune, par exemple, je trouve qu'au niveau... sur le contenu, pour des gens qui apprécient vraiment beaucoup le foot et qui veulent aller très profondément dans l'analyse, c'est un peu faible. Et c'est vrai que ce que tu viens de dire sur le fait que voilà, faut penser à la personne qui regarde pas le foot tout le temps, qui veut juste rattraper ce qui s'est passé le week-end ou regarder un match des Diables Rouges, c'est vrai que c'est important en fait d'avoir ce genre de contenu très simplifié. Moi, je pense, c'est vrai que, en fait, je pense qu'il y a une demande plus forte que l'offre par rapport à tout ce qui est analyse pour l'instant, parce que on reste quand même dans un contenu assez pauvre en quantité sur tout ce qui est analyse, mais on est déjà sur un marché qui est petit. Enfin, la Belgique, c'est un petit marché, il est coupé en deux, donc ça fait déjà un peu moins de monde qui est susceptible de regarder, et donc les niches sont beaucoup plus réduites que ce qu'il peut y avoir, ne fût-ce que sur le marché français, sur le marché anglais, n'en parlons même pas. Et donc, ça fait qu'on va avoir des émissions plus généralistes. Après, moi, je le dis, et je le dis souvent à Benjamin Dosseninck, donc je me permets de le dire ici, je ne regarde jamais la tribune, parce que c'est le seul soir où je peux faire des soirs sans foot, généralement. Et c'est un peu important pour mon équilibre psychologique personnel et pour mon équilibre familial. Mais donc, c'est difficile pour moi de juger. La dernière fois que je l'ai vu, c'est parce qu'on m'y avait invité, donc j'y étais, et donc là j'ai assisté indirectement, quoi. Mais oui, je pense qu'il y a la place pour du contenu plus analytique, mais que ça doit se faire plutôt sous forme dans un premier temps, de podcast, et au final tout le monde y trouve son compte. Enfin, c'est de nouveau la même chose, chacun ira trouver ce qu'il a envie de voir. C'est comme ça que fonctionnent les médias maintenant, c'est comme ça qu'on fonctionne maintenant pour regarder la télé. On regarde tous des trucs sur des plateformes, et on n'est plus dépendant du programme télé, mis à part pour les directs, pour les matchs de foot, mais sinon on va toujours regarder ce qu'on a envie d'aller voir. Ouais. La transition est toute faite pour un sujet qu'on voulait évoquer aussi, parce que la question était, et je me rends compte du coup maintenant en t'entendant, que c'était probablement tourné de manière un peu plus négative, mais de l'impact des nouveaux médias sur le journalisme sportif. Je pense réseaux sociaux, même si c'est plus si nouveau que ça. Les podcasts qui ont le vent en poupe. D'ailleurs, tu as aussi récemment commencé un podcast, il me semble. Ouais, Libéro Podcast avec Stéphane Strecker, pour ne pas le citer. Enfin, lancé par Stéphane Strecker, avec notamment lui, forcément. Forcément. Mais quel est ton regard sur, du coup, cette évolution et ces nouveaux médias? Et je pense que, du coup, tu as déjà un peu répondu à la question en disant que ça peut avoir des bienfaits, mais est-ce que tu vois aussi des effets négatifs de ces nouveaux médias sur ton métier? Oui, parce que l'effet négatif, c'est tout simplement que comme ça morcelle l'offre, il y a plus de choses à aller chercher, et donc le média dans lequel on travaille devient moins incontournable. Et puis l'évolution, je pense qu'il y a eu une évolution assez flagrante, c'est que les réseaux et le web ont remplacé les quotidiens, donc les quotidiens sont devenus des périodiques, et donc les périodiques ont du mal à se maintenir, parce que c'est un genre d'effet d'échelle. C'est ce qui s'est passé pour moi essentiellement avec Foot Magazine. Vous prenez maintenant l'ADH ou Sud Presse ou le Nieuwsblad ou Atlas News le samedi, c'est un magazine, quoi. C'est énorme, l'offre elle est assez importante au niveau du sport et tout, et donc clairement l'évolution elle a été dans ce sens-là, et ça a eu un préjudice pour certains, mais c'est aussi je pense que tout le monde doit se réinventer face à cette nouvelle réalité-là, et moi je trouve ça hyper riche. Moi je trouve ça génial d'avoir des podcasts, d'avoir des Twitch, d'avoir des spaces Twitter avec des supporters. Moi, quand on me propose de participer à des trucs... cet été, j'ai été contacté par un gars qui tenait un space Twitter sur le Standard, qui m'avait proposé d'intervenir pour parler de Karl Hoefkens, parce que j'avais fait un fil un peu sur Karl Hoefkens sur Twitter. J'avais participé avec plaisir. Il y avait des questions, il y avait un échange. Moi, je trouve ça hyper riche. Et clairement, si on est sur les réseaux, c'est pour rester ouvert à tout ce qui s'y passe et pour pouvoir dialoguer avec les gens avec qui on est d'accord ou pas d'accord. Et moi, j'ai toujours mon avis sur mes analyses et je défends mon avis, mais je suis
je suis à l'écoute de la vie des gens. Et je parlais de Zeno de Bast tout à l'heure. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit la dernière fois, je trouvais que tu étais un peu dur, il évolue quand même, etc. Et c'est une des choses qui m'a fait me dire il faudrait peut-être que je regarde mieux, peut-être que j'ai un biais. Et je pense que peut-être que je commençais à avoir un biais. Je pense aussi que sur les derniers mois, il a vraiment beaucoup évolué. Et que l'un dans l'autre, ça fait que mon analyse n'était plus juste. Et c'est bien d'avoir des retours comme ça et de pouvoir être dans le dialogue. Et après, il y a toujours des choses où Zeno de Bast n'est pas parfait défensivement et que je maintiens dans mon analyse et où il doit encore évoluer, mais ça reste un jeune joueur. Mais il faut rester ouvert d'esprit, en fait. Et moi, je trouve ça génial d'avoir plein de gens qui proposent du contenu parce que il faut pas spécialement... Enfin, mon diplôme, c'est pas mon diplôme de journaliste qui fait en soi la qualité du contenu que je peux proposer. Et donc, il y a des gens qui sont... Il y a des gens qui regardent des matchs de D2 Argentine et qui connaissent tous les joueurs. Moi, je trouve ça fascinant. Moi, je suis incapable d'avoir une analyse vraiment ferme sur un joueur qui n'est pas soit en D1 belge, soit chez les Diables Rouges, soit à l'Inter. Parce que je les vois pas assez. Et ça m'arrive que des fois, des gens me demandent, pas spécialement sur les réseaux, mais en dehors, tu penses quoi de tel joueur ? Je le connais, je peux vous dire sa note sur FIFA, quoi, mais je ne l'ai pas assez vu jouer pour avoir un vrai avis sur lui. Et il ne faut pas un match pour avoir un vrai avis sur un joueur, je pense. Et le problème, c'est que ça, c'est peut-être le revers de la médaille, c'est qu'on a parfois des analyses trop immédiates par rapport à une prestation, par rapport à... Il y a des joueurs extraordinaires qui ont été détruits par une action ou par un match où ils sont passés à travers. Si on pense à des gars comme Aymeric Laporte, sur tous les premiers titres du City de Guardiola, c'est le meilleur défenseur, mais il se trouve sur tous les matchs à élimination directe en Ligue des Champions. Parce que émotionnellement, c'est pas la même chose. Il y a aussi il y a une part d'analyse là-dedans, mais il y a plein de gens qui ne voient pas la Première Ligue, qui voient juste le classement ou les résultats, et qui voient seulement City quand ils jouent en Ligue des Champions. Ils se disent, putain, Aymeric Laporte, c'est une fraude, quoi. Et, alors que c'était un défenseur d'un niveau extraordinaire à un moment. Mais et pour ça, c'est peut-être le côté un peu plus préjudiciable parfois de l'analyse. Mais en fait, on choisit toujours le contenu qu'on suit. Ouais. Et il y a énormément de contenus de qualité qui font que c'est d'office une bonne chose d'avoir une explosion comme ça de l'offre. Tu parlais des retours parfois que tu avais. Est-ce que tu en as parfois des joueurs en eux-mêmes ? Ouais, ça m'est déjà arrivé, de joueurs, de coachs. Et ça t'influence quelque peu ou pas du tout ? Non, parce que généralement, c'est arrivé d'avoir des retours négatifs aussi. Mais voilà, moi, à partir du moment où je considère que je suis en accord avec ce que j'ai écrit et que je le trouve toujours juste, ça ne m'influence pas tellement. Ce qui peut m'influencer, c'est que il y a un coach que je connais très très bien, qui est un de mes amis et qui est devenu coach en Division 1. Et moi, à ce moment-là, j'ai demandé de ne pas écrire sur lui parce que je savais que je ne pourrais pas être objectif. Pas spécialement parce que c'est mon ami et que je ne pouvais pas fidèlement analyser ce qu'il faisait, mais comme on échangeait très souvent, il y avait un biais qui faisait que forcément, moi, quand je veux construire mon avis sur quelque chose, il faut consulter un maximum de gens pour avoir l'avis le plus complet possible, mais il faut donner la même considération à l'avis de chacun. Ouais. Et moi, j'étais dans l'incapacité de faire ça, puisque j'avais naturellement confiance en une personne qui était impliquée dans le truc. Et donc, c'est pour ça que pour moi, c'était impossible de pouvoir faire fidèlement ce travail-là, et que j'avais dit à mon rédacteur en chef à ce moment-là, moi, je veux plus écrire sur ce club, parce que je ne pourrais pas faire mon travail convenablement. Okay. Les nouveaux médias, ça permet aussi aux clubs et aux acteurs de mieux gérer ou de plus gérer leur communication personnelle. Est-ce que ça aussi, ça a changé la façon de travailler pour les journalistes ? Je sais que dans le temps, il y a certains clubs qui ont boycotté, notamment le Sport Foot Magazine. Est-ce que tu penses que les nouveaux médias ont amplifié ça ou rendu plus facilement possible ce genre de choses ? Et est-ce que tu comprends qu'on puisse boycotter la presse par moment ? Je pense que l'idéal des médias, des clubs, c'est de maintenant raconter eux-mêmes leur histoire. Et c'est logique. Et que le travail des journalistes, c'est de raconter l'histoire que les clubs ne racontent pas. Donc, pour moi, ça a peut-être indirectement renforcé la défiance envers les médias, parce que les médias vont plus naturellement
raconter ce que les clubs n'ont pas raconté. Aller Et chercher généralement, la ce que les petite clubs bête. n'ont pas raconté, c'est ce que les clubs n'ont pas envie de raconter. Donc ça, je pense que ça a une influence. Est-ce que je peux comprendre un boycott pour l'avoir vécu, avec Sport Foot Magazine, on avait eu un long boycott avec le Standard. Moi, j'avais changé de club que je suivais et je m'étais retrouvé sur le Standard en plein boycott. C'était dû à quoi encore? Pourquoi ils avaient décidé de... C'était en fait... il y avait eu une série d'articles sur le Standard, l'influence de Moji Bayat au sein du Standard, Ok. les difficultés financières du club, etc. Le Standard considérait ça comme une forme d'acharnement. Et en fait, en écoutant leurs arguments, ils considéraient que donc on avait fait un magazine spécial pour les 120 ans du club, je crois. Ouais, je me souviens. Et donc on avait eu un accès privilégié à ce moment-là à certaines interviews, à certains joueurs, aux dirigeants, etc. Et ils considéraient que cet accès-là avait été un peu utilisé pour en fait après avoir des infos qui ont été utilisées par la suite pour critiquer le club. Moi, je pense que la réalité qu'il y avait, c'est qu'on avait un journaliste qui suivait le Standard, qui avait de très très bons contacts au sein du club et qui savait exactement tout ce qui s'y passait. Si le matin, à l'entraînement, Michel Prudhomme engueulait Maxime Lestienne, le journaliste le savait le midi. Et donc, la thèse du Standard là-dedans, c'est que comme on avait tendance à grossir les choses, parce qu'on en savait trop, en fait. Et donc, on faisait des informations de choses qui se passent dans tous les clubs, sauf qu'on le savait, enfin, dans les autres clubs, on le savait pas. En gros, c'était ça la thèse. Est-ce que ça justifiait d'aller jusqu'à un boycott? Ça, c'était leur point de vue à eux. Moi, je pense que c'est jamais une bonne situation, mais je pense que les clubs peuvent se le permettre plus facilement parce qu'ils ont beaucoup moins qu'avant besoin des médias. Je pense que le seul moment où un club belge a besoin d'un média belge, encore dans la situation actuelle, c'est Atlas News quand le soulier d'or approche. Parce que là, c'est eux qui sont quand même les faiseurs d'opinion au nord du pays, c'est le journal le plus lu. Et donc, les candidats au soulier d'or doivent, entre guillemets, être dans Atlas News dans les jours qui précèdent le soulier d'or, parce que, ils truquent pas le vote s'ils y sont pas, hein, mais c'est quelque chose qui pèse, quoi. C'est encore quelque chose qui pèse, et ce qui pèse aussi, c'est ceux qui détiennent les droits télé, parce que là, ils ont des accords qui sont fixés, il y a des interviews qui sont obligatoires après les matchs, etc. Mais sinon, les clubs ont de moins en moins besoin des journalistes. Par contre, je pense que le public a toujours besoin des journalistes, mais ça, c'est autre chose. Petite question. Tu peux voter au soulier d'or? Oui, je suppose. C'est tous les journalistes en Belgique. Hein. Ah ouais? Non, c'est pas tous les journalistes. Tous? Non, moi, ça fait 3 ans que j'ai reçu le droit de vote, je pense. Ah ouais. Alors, pour l'anecdote, et j'espère qu'il ne m'écoute pas, ce n'est pas moi qui vote, parce que... Ton fils. Non, il n'est pas encore... il ne maîtrise pas encore assez, il voudrait voter pour Mbappé, et ça n'aurait pas de sens. Mais non, en fait, moi, je n'aime pas trop les récompenses individuelles dans le foot, parce que il y a trop de paramètres qui ont de l'influence là-dessus. Et donc, au moment où j'avais reçu le droit de vote, j'avais un de mes collègues qui, lui, ne l'avait pas, et qui râlait parce qu'il voulait voter. Et donc, je le laissais voter à ma place, en contrôlant quand même qu'il faisait pas trop n'importe quoi, parce qu'il y avait parfois des avis un peu chelous. Et par contre, cette année, je crois que j'ai voté. Je sais plus pourquoi. Mais je me suis dit, bon, pourquoi pas. Mais oui, dans l'absolu, c'est quand même pas un truc... c'était quoi mon vote? J'ai voté pour Cameron Puertas. J'ai voté pour Kevin Denki, je pense. Et pour Koki Machida. Ah ouais. Ok. Et quoi, le vote, donc le vote, c'est par tour, bizarrement. Ouais, c'est ça. Donc en fait, on vote 2 fois. On vote une fois en juin, sur les mois de janvier à juin, et on vote une fois en décembre pour de la reprise jusqu'au mois de décembre. Et on vote soulier d'or, meilleur espoir, donc c'est U23, je pense. Meilleur gardien, meilleur coach et meilleur joueur belge à l'étranger. Ah ouais. Cool. Bah après, et le footballeur pro, ça c'est qui vote du coup? Ça, c'est les joueurs. Ça, c'est les joueurs. Je pense. Okay. En tout cas, moi, je n'ai jamais voté. Okay. Mais oui, je pense que c'est les joueurs et les coachs
c'est organisé par des médias, mais c'est remis par on va dire les acteurs du milieu, quoi. Ok. Mais je crois qu'en première ligue, il y a ça aussi. Hein, Ouais, il y a différents les 2 trophées. trophées. Il y a le footballeur de l'année. Enfin bref, il y a T'as pas envie de de mouiller et dire te n'importe mouiller. quoi. Ouais. Le football belge, globalement, évolue aussi. On devient un peu une sorte de plateforme d'achat-revente où on revend des Thiago à 37 millions à Brentford. Quel est ton point de vue sur l'évolution du football belge en général depuis que tu le suis, que ce soit en tant que jeune supporter et jeune fan et depuis que c'est ton métier? En fait, je pense que c'est un foot qui commence à trouver sa vraie place dans ce qu'est devenu le football mondial. C'est-à-dire que c'est devenu l'un des championnats incontournables pour les championnats du top européen pour aller y chercher des joueurs. Et c'est sans doute un des championnats où il y a le moins de risques d'erreur de casting. Pour en avoir parlé avec pas mal de recruteurs français, espagnols qui suivent le championnat, en fait, les avantages du football belge, c'est que le niveau du championnat est très homogène en comparaison avec le Portugal, par exemple, où au Portugal, il y a 3-4 équipes qui sont largement supérieures aux meilleures équipes belges, mais par contre, le reste du championnat est inférieur au reste du championnat belge. Et la comparaison avec les Pays-Bas, c'est que les Pays-Bas, c'est un championnat où il n'y a pas de duel. J'en ai parlé récemment avec un responsable du recrutement d'un club de Ligue 1 qui m'a dit il faut regarder un match de 2e division néerlandaise, c'est fascinant, il n'y a pas de duel. Les joueurs ne se touchent jamais. J'ai jamais regardé le match de D2. Moi non plus. Parce que quand même, j'ai une vie. Mais oui, et donc c'est un championnat assez fiable parce qu'en plus, il y a beaucoup de duels 1 contre 1, donc on peut évaluer les joueurs là-dessus. Il y a un impact physique qui est assez proche de ce qu'on peut retrouver dans les grands championnats. En plus, il y a une position centrale qui fait que c'est facile pour les recruteurs de venir voir. C'est petit, donc il y a moyen de voir 4 matchs sur un week-end quand on vient pour un week-end de scouting. Donc tout ça fait qu'en fait, c'est devenu, je pense, une des ligues les plus scoutées du monde. Et en fait, c'est là que la Belgique a trouvé sa place, en allant chercher des jeunes joueurs dans des ligues qui sont d'une gamme inférieure, que ce soit en Scandinavie, que ce soit dans les pays de l'Est, que ce soit en Afrique. Maintenant, c'est devenu attractif pour ces joueurs-là de venir en Belgique parce qu'ils savent que c'est un championnat qui est très regardé et tous les clubs belges peuvent sortir des exemples de joueurs qui sont passés par chez eux et qui ont réussi après dans un grand championnat. Donc là, maintenant, ça, c'est la vraie place du football belge. Elle est parfois difficile ça devient difficile de s'identifier à des équipes parce qu'elles changent beaucoup. Donc, il faut s'identifier un peu à des directions, à l'ADN d'un club, je veux dire, à un mode de fonctionnement général. Et là aussi, c'est de plus en plus compliqué avec les changements de propriétaires de plus en plus fréquents. Et on voit que les clubs qui ont une grosse base populaire et qui ont des propriétaires étrangers qui sont un peu détachés, c'est globalement assez difficile à vivre en tant que supporter. Moi, je ne le vis pas en tant que supporter, donc de l'extérieur, je peux avoir une analyse entre guillemets froide sur ouais, ok, ils font venir des joueurs, ils rationalisent les coûts, ça a du sens d'échanger entre des différents clubs qui sont dans un réseau ou d'avoir un scouting mère un peu pour les différents clubs du réseau et des scouts qui sont plus ou moins affiliés sur l'un ou l'autre club. Mais évidemment, quand on est supporter d'un club, on a toujours envie que ce soit le club le plus important pour la personne qui le dirige. Et même la chose la plus importante pour la personne qui le dirige. Et on se dirige de moins en moins vers ça. Et ça, pour moi, c'est un gros changement dans le supporterisme. Et je crois qu'il y a de plus en plus de supporters, quel que soit le club, qui ont vraiment du mal à s'identifier à ce que le club qu'ils supportent ou qu'ils ont toujours supporté dégage maintenant. Donc, tu disais que la Belgique a trouvé sa place. Mais d'une certaine façon, tu trouves pas ça un peu dommage que ce soit pour toi qui, je pense, aime la Pro League ou même pour nous, spectateurs qui regardons le championnat, dans la mesure où, en tout cas moi c'est l'impression que j'ai, on n'aura plus jamais en fait une équipe d'Anderlecht avec des Jovanovic, Mathias Suarez ou Mbokani ou même le Standard de Fellaini, Witsel, tous ces grands joueurs qu'on pouvait retrouver au sein d'une même équipe, même si bon, ils sont partis à un certain âge. Mais le fait que la Belgique ait trouvé cette place d'incubatrice, si je puis dire, en fait, de talent, trouve pas ça dommage et même ça risque pas un peu de poser problème au niveau de la compétitivité en Europe parce que voilà, depuis longtemps, on est en train de se demander quand est-ce qu'un club belge fera un gros parcours en Europe ou qui sait gagnerait un trophée européen. Qu'en penses-tu ?
Moi, je trouve que on a quand même encore des équipes compétitives. Ça se fait sur des laps de temps plus courts. Mais moi, si on m'avait dit il y a 3 ans, dans 3 ans, Anderlecht aligne Dolberg, Delaney, Kasper Schmeichel et Torgan Hazard, j'aurais dit ouais, c'est ça les mecs. Enfin, tu vois. Après, bon, c'est plutôt une exception. récupération, tu vois. Ouais, mais il y a quand même. Enfin, voilà. Récemment, on a eu des joueurs. On a eu Zinkernagel au Standard, qui était un mec scouté par toute l'Europe quelques années auparavant. On a eu à Bruges des talents qui étaient voulus par toute l'Europe. À Genk aussi. À Genk, on a eu un milieu Sanderberg, Pozzuelo, Malinowski. Moi, c'est un des trucs les plus fous que j'ai vu ces dernières années en Belgique en termes de qualité. Et en plus, il y avait Leandro Trossard. Donc, il y a quand même encore des équipes qui sont capables d'amener des choses. Et en fait, le côté positif, c'est qu'on découvre tout le temps des joueurs. Le côté négatif, c'est qu'on les perd très vite. Mais ouais, moi, de toute façon, moi, je regarde que la Pro League. Okay. C'est vraiment mon championnat préféré. Et moi, il y a City-Liverpool ou Saint-Tron-OHL, je regarde Saint-Tron-OHL. Parce que c'est mon travail, mais aussi parce que je kiffe, en fait. J'aime bien Après, j'aime bien voir City-Liverpool. Hein. Mais j'aime bien l'énergie que dégage le championnat, le fait de découvrir des nouveaux joueurs. Il y a des styles de jeu hyper différents. J'ai un peu suivi récemment la Ligue 2. C'est chiant, toutes les équipes jouent de la même manière, quoi. Et il y a des championnats comme ça où il n'y a pas du tout de variété. Et on a la chance, on a des équipes qui font tout. On a des équipes qui jouent à 3, on a des équipes qui pressent très haut, on a des équipes qui jouent bloc bas, organisées, on a des équipes qui veulent le ballon, des équipes qui ne le veulent pas. Et c'est vraiment hyper varié. Et il y en a qui sont en jeu de position, il y en a qui sont hyper fluides. Donc moi, j'aime bien cette diversité-là. Et je pense que le fait de changer beaucoup de joueurs contribue aussi à avoir une diversité de plus en plus grande. Tu trouves qu'on a un bon cru cette année ? Il y a peu d'équipes où je me dis waouh, quoi. J'aime beaucoup regarder Saint-Tron cette année. C'est vraiment une phrase vraiment de puriste. Je te connais un peu et je savais que ça fait vraiment le gros hipster. Je regarde beaucoup Saint-Tron. mais j'aime vraiment bien. Ça joue au ballon, jeu de position, 3-4-3 losange. Ça, c'est vraiment ma vie. Ça, c'est vraiment mes affinités personnelles, quoi. C'est ce que j'aime bien voir. Après, il y a plein d'équipes qui sont pas spécialement dans ce que moi je kiffe personnellement, mais qui sont des équipes hyper bien rodées. Le Cercle, par exemple, c'est incroyable ce qu'ils font en termes de performance. Après, niveau qualité de jeu, il faut prendre 3 d'Afalgan avant de regarder un match. mais c'est hyper efficace. Ils se créent énormément d'occasions, ils en concèdent très peu, avec des joueurs qui ont tous... c'est l'équipe la plus jeune du championnat. Avec Saint-Tron, justement, c'est assez fascinant. J'adore voir le gang de Vranken, même s'il manque d'efficacité depuis qu'ils ont perdu quelques joueurs importants. C'est une équipe hyper agréable à voir jouer. Et je trouve qu'on a certaines équipes qui, historiquement, étaient agréables à voir et qui ont un peu perdu. Je trouve que Gand a un peu perdu... qu'ils avaient de très bons mécanismes de jeu de position ces derniers temps. Et en plus, maintenant, ils ont perdu les joueurs qui justifiaient de ne plus avoir ces mécanismes-là. Le Bruges de Daila, il y a des choses intéressantes par moment. Par exemple, Maxime de Kuyper, arrière droit. Au début, quand j'ai vu ça, je me suis dit, je croyais qu'ils s'étaient trompés dans la compo. Et en fait, ça bonifie le joueur parce que ça le rend plus posé. Donc, il y a toujours des trucs à voir, en fait. À partir du moment où on accepte de s'y intéresser et qu'on accepte que, évidemment, ce ne sera pas le niveau de City-Liverpool, il y a toujours des choses super intéressantes à voir dans ce championnat. Ouais, c'est marrant parce que au moment où tu le disais, je me rends compte aussi, et je ne sais pas si c'est depuis qu'on a commencé à avoir notre podcast ici avec la 90e, mais qu'en effet, on a un championnat très hétérogène, il y a beaucoup de choses à voir. C'est une sorte de petit laboratoire de style de jeu, de type de joueur, de coach et tout ça. Et c'est clair que je me suis déjà surpris, en effet, en cas d'hésitation entre un gros match avec des noms ronflants et un match de Pro League. Tu prends la sûreté du championnat. Je prends la Pro League parce que, comme tu le dis, dans quasi chaque équipe, il y a au moins un truc à voir, que ce soit le style de jeu de l'entraîneur, un jeune joueur qui vient de sortir du centre de formation et dont tout le monde parle. Donc, je me retrouve assez bien dans Après, il y a des matchs de l'enfer, hein, on va pas se mentir. Ah non, il y a des purges, mais comme des fois, moi, je regarde parce que je suis obligé, quoi. Mais des fois, on tombe sur des trucs, des matchs 29e journée, 2 équipes qui n'ont plus rien à jouer. Et je me dis, je vais pas regarder. Et puis je reçois un message d'un de mes potes qui me dit, il y a un jeune à OHL, Richie Sagrado, il faut que tu mettes ta télé, il est incroyable. Et j'allume ma télé pour voir un mec que je connais pas qui joue à Louvain, quoi. Donc des fois, je pense que j'ai des amis qui pensent que je suis fou.
Mais cet enthousiasme-là, je l'ai toujours. Et je pense que le jour où je l'aurai plus, c'est qu'il faudra que je fasse autre chose. Mais je pense que globalement, ça aide à avoir une ouverture d'esprit aussi pour nous, pour les autres championnats. Parce que, par exemple, j'ai pas vu beaucoup de matchs de Premier League cette année, mais un que j'ai vu, c'est Burnley-Luton. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Sambi qui joue à Luton, Kaminski au but à Luton aussi, Kompany qui est coach, et tu as envie de voir un peu ce qu'ils font. Et c'est pas uniquement avec les Belges, mais également les Belgicains. Je pense qu'en Belgique, beaucoup de gens suivent le Bayer Leverkusen et sont presque fiers de dire qu'ils sont premiers devant le Bayern parce qu'il y a Boniface devant. Ah ouais. Bon, c'est une équipe que... Enfin, en fait, pour vous raconter un peu ma vie, je regarde l'essentiel de la Pro League le week-end en fonction du moment où moi j'ai match aussi. Tu regardes combien de matchs par week-end en général ? Est-ce que tu vois tous les matchs de Pro League tous les week-ends ou pas ? Tous, pas tous, mais j'en vois 6 ou 7. Ah ouais, c'est quasi tous quoi. Ouais. J'en vois généralement 3-4 en direct et je rattrape le lundi, le mardi, ceux que j'ai pas eu l'occasion de voir. J'ai la chance d'avoir un logiciel qui me permet de voir les matchs plus rapidement en n'ayant pas les pauses, etc. Donc ça me fait gagner du temps par rapport à ça. Mais ça, je considère que ça fait partie de mon travail aussi, parce que si dans un mois, je dois écrire sur le cercle et que j'ai pas vu un match du cercle, alors que je sais rien écrire d'intéressant. Donc ça, on va dire, c'est dans la logique de mon travail, même si j'y prends du plaisir aussi. Et en plus de ça, il y a 3-4 équipes. Enfin, il y a l'Inter, évidemment, l'Inter au-dessus de tout le monde. Et en plus, il joue bien alors que j'ai des années horribles. Il y a de quoi analyser en plus avec. Mais d'où est venu cet amour pour l'Inter ? Alors, je me souviens d'avoir regardé avec mon père la finale de la Coupe de l'UEFA 1998 qui se jouait au Parc des Princes et où l'Inter jouait avec Ronaldo, Zamorano, Yuri Djurkaev. Moi, j'étais fan de Yuri Djurkaev. Et c'était impossible de ne pas tomber amoureux de cette équipe. Elle était incroyable. Vraiment, c'est la finale contre la Lazio où vous voyez sûrement ce dribble de Ronaldo qui couche le gardien en faisant une feinte extraordinaire. C'était impossible. Le maillot, en plus, c'était incroyable. Lignée horizontale. Ce jour-là. Et puis, en plus, après, c'était stylé de les jouer sur les jeux vidéo parce qu'il y avait toujours une équipe de ouf. Parce qu'Adriano shootait hyper fort et Obafemi Martins allait super vite. Donc ça a renforcé ça dans l'adolescence. Puis non, c'était, le maillot, je sais pas, il y avait un truc un peu magnétique comme ça. À partir de ce moment-là, je suis resté amoureux de l'équipe. Pourtant, il y a eu des années qui étaient moins agréables que d'autres, je vous le cache pas. Mais c'est la seule équipe qui me procure vraiment des émotions quand je regarde un match. Plus que les Diables Rouges. Les Diables Rouges, en fait, je suis tellement dans une posture de travail que maintenant, ça me fait plus spécialement un truc. Là, hier, j'ai regardé l'Inter et je suis fou, quoi. Enfin, je présente mes excuses à la famille de Marco Arnautovic. Parce que j'ai dû dire 2-3 trucs pas sympas sur le moment, mais parce que c'est vraiment le seul match, la seule équipe que je regarde avec émotion. Et j'arrive presque pas à l'analyser, quoi. Okay. Parce que c'est vraiment c'est mon équipe, quoi. Mais les autres, non, il y a des équipes... J'adore regarder Leverkusen. C'est incroyable. Pour moi, c'est une des équipes... En plus, ça ressemble vraiment au foot que moi, j'apprécie personnellement, en plus d'être très bien rodé. J'ai un ami qui m'a obligé à regarder Aston Villa, donc j'ai regardé un peu. C'est vraiment fort. Brighton, c'est très chouette. Enfin, il y a quelques équipes. Et puis City. Guardiola, c'est... Je pense qu'on ne se rend pas compte de l'influence qu'il a sur tout le football qu'on voit aujourd'hui. Tellement. Le dernier sujet sur lequel on voulait revenir avec toi, c'est une question qui revient souvent dans notre podcast, c'est de savoir est-ce que la Belgique est réellement un pays de foot ? Et là, il y a plusieurs manières d'y répondre. Tu as déjà un peu évoqué la partie footballistique pure, mais d'un point de vue culturel, d'un point de vue médiatique, est-ce que tu considérais, toi, la Belgique comme un pays de foot ? Je ne sais pas si je peux répondre oui, mais je dirais plus que ce qu'on le pense. Parce qu'on a tendance à être très négatif là-dessus. Alors que par rapport à la taille du pays, il y a quand même un vrai engouement. Moi, en fait, je me suis rendu compte de ça par l'extérieur. Enfin, au fil des années, avec le métier, j'ai sympathisé avec des recruteurs, pas mal de gars qui étaient en périphérie autour du championnat ou des coachs étrangers qui sont venus coacher dans le championnat. Et
Et ils étaient tous fascinés par l'engouement que suscitait le foot en Belgique. Ok. Et je pense qu'il y a... Je sais pas si c'est un pays de foot, je pense qu'il y a des villes de foot. Je crois que Liège, c'est vraiment une ville de foot. Dans le staff de Lucas Elsner, il y avait un gars qui s'appelait Serge Costa, qui fait de l'entraînement individuel, qui est toujours dans le staff de Elsner, je pense, au Havre maintenant. Et on l'avait interrogé quand on faisait un sujet sur le Standard. Et il disait, c'est fou, on était là depuis 2 jours, on pouvait plus aller au restaurant, quoi. On se mettait dans un resto à Liège, les gens venaient parler à Lucas et lui dire « Ah, coach, ce jour-là, il faut vraiment qu'il joue, il est incroyable. » Et il disait « Jamais en France, on a ça. » Enfin, il disait, on était à Amiens, personne ne savait qui était Lucas Elsner, quoi. Et donc, moi, je pense qu'il y a un vrai engouement qu'on sous-estime. On se rend pas compte que on a des matchs en football provincial où il y a parfois plus de 100 personnes, quoi. Ouais. C'est fou. Enfin, en France, vous allez en R1, il n'y a pas un supporter. Hein. Alors que le niveau est largement supérieur. Mais ouais, moi, c'est le regard extérieur qui m'a fait réaliser ça. Que, en fait, il y a un vrai... Après, c'est pas l'Angleterre et l'Allemagne, hein, mais il y a pas... Enfin, c'est incomparable avec ce qui se passe en 5e division anglaise. Mais il y a des matchs en D2 amateur en Belgique où il y a beaucoup de monde, quoi. Il y a des petits clubs de supporters. Et je pense que c'est... le foot reste un truc rassembleur. Moi, j'ai plein d'amis qui sont mes amis parce qu'on a joué au football ensemble ou parce qu'on est dans le même vestiaire ou parce qu'on suit le même club. Et donc ça crée des affinités. J'avais un de mes joueurs il y a 2 ou 3 ans à Aiguezé qui est un ultra d'un club en Belgique. Et des fois, il me disait « Coach, ce match-là, je sais pas si je vais savoir jouer le dimanche parce qu'on fait un gros tifo, quoi. » Mais c'est ouf. Enfin, moi, je trouvais ça génial. Et moi, je lui ai toujours dit pourquoi cette excuse-là, elle serait moins bonne que je pars en week-end avec ma femme ou bien ce week-end-là, je suis au ski. Ah non, enfin, cette passion-là, je trouve qu'elle est importante et on a tendance parfois à la sous-estimer et que l'image des supporters, souvent, est tournée de manière négative, alors qu'il y a un vrai engouement positif aussi. Et en fait, le football permet de rencontrer des gens, quoi. Et je pense qu'en Belgique, on a beaucoup ça et que ça suffit pour dire que c'est un pays de foot pour moi. Et tu penses que les gens ont en fait une opinion? Parce que moi, je t'avoue, initialement, je ne vais pas dire que tu m'as fait changer d'avis, hein, mais tous les arguments que tu as avancés, c'est vrai que je ne les avais pas pris en compte, mais je t'avoue que moi, initialement, mon avis est que non. Pourquoi? Parce qu'en fait, et c'est peut-être une mauvaise comparaison que je fais, mais quand on regarde par rapport aux autres pays, par exemple, ce qui est arrivé au VIF, jamais j'imaginerais un jour en France voir l'équipe tomber dans l'oubli ou ne plus être proposée. Et donc, en fait, j'ai l'impression, à cause du manque de relais médiatique, en fait, il y a cette opinion qu'on se forge sur le fait que ce soit un pays de foot ou non. Enfin, tu parlais de ce que tu faisais sur LN24 les dimanches. Je trouve que c'était vraiment une très bonne proposition et je comprends pas pourquoi ça n'a pas été prolongé. Donc, je pense que le problème, là, c'est... moi, je suis pas spécialiste là-dedans, mais à mon sens, c'est l'étroitesse du public en Belgique. Comme je disais tout à l'heure, il est fragmenté parce qu'en plus, il est francophone, néerlandophone. Ouais. Mais donc, on peut voir les choses de différentes manières. Enfin, en France, forcément, l'équipe, ils ont un bassin de lecteurs potentiels beaucoup plus large que ce qu'on peut avoir pour un média en Belgique. Tout comme en Espagne, Marca, ça a un potentiel gigantesque. La Gazzetta en Italie, c'est clair qu'on n'a pas un média comme ça. Mais parce que je pense que la demande n'est pas assez forte. Parce que si on estime qu'en Wallonie, on est, je vais vraiment dire des chiffres au doigt, mais disons qu'on est 5 millions, que 2 personnes sur 5 aiment le foot, ça fait 2 millions. Mais qui dans cela est capable d'acheter un truc, de payer un abonnement, en plus de l'abonnement peut-être qu'il a pour aller au stade, plus l'abonnement qu'il faut payer pour la télé. Et donc, on augmente, on arrive vite, on réduit, et on arrive à des publics qui sont devenus très étroits, et ceux qui s'y intéressent, ils lisent les trucs qui sont gratuits essentiellement, et les audiences de tout ça sont vraiment super bonnes. Donc, on voit quand même sur les réseaux qu'il y a une vraie base de gens qui sont fans de foot. Mais la base de public potentiel, je pense, elle est tout simplement pas assez large. Et on doit quand même réaliser aussi que tous les jours, on a Sud Presse, il y a un supplément sport d'une dizaine de pages. L'ADH, même chose. Et au nord du pays, même chose pour Atlas Tennis, pour le Nieuwsblad.
Donc ça fait quand même 4 journaux qui consacrent au sport et essentiellement au foot, on va dire pas loin de 10 pages par jour. Donc ça existe quand même, ça n'existe pas aussi fort, et je pense essentiellement parce qu'il y a pas, enfin la population n'est pas la même, quoi. C'est comme moi je dis toujours quand on parle de France-Belgique en 2018 et que on dit que c'est Roberto Martinez qui a perdu le match, regardez les deux équipes au coup d'envoi et regardez dans quel duel sur le terrain la Belgique avait un avantage franc. Hazard contre Pavard. C'est le seul pour moi où il y avait clairement un avantage en faveur de la Belgique. Et là, on se dit, est-ce qu'on a mal joué le coup ou est-ce que en fait, on est lié au fait d'avoir un bon moment historique contre des pays qui brassent 25 joueurs incroyables par an. Enfin, quand on voit le vivier de la France, c'est de la triche, quoi. Ils sont beaucoup trop. Ouais. Je leur prendrais bien 10 défenseurs centraux pour mettre à la place des 2 qui sont titulaires chez nous. Mais donc voilà, on est dans une lutte inégale par rapport à ça. Et forcément que si on compare à ce qui peut sortir de ces pays-là, on est perdant. Mais je pense qu'il y a une vraie passion du foot en Belgique. Et il y a 2 sports où il y a une vraie passion, c'est le foot et le vélo. Ouais. Et le vélo est plus marqué côté flamand, alors que le côté national, quand on voit les audiences de l'équipe nationale sur des matchs, c'est quand même impressionnant, quoi. Ça veut dire que le public, il est là, il y a une vraie fidélité. Il y a quand même, si on compte le remplissage de tous les stades le week-end, on est à j'en sais rien, je vais encore dire un chiffre à la con, mais on doit être à 250 000 personnes, quoi. En parlant de stade, justement, pour moi, c'est une des raisons qui fait aussi que j'ai pas l'impression qu'on soit tout le temps, ou en tout cas pour cette chose-là, un pays de foot, c'est la difficulté à avoir un stade moderne en Belgique. Je sais pas si tu as un point de vue là-dessus ou si, comme nous, tu vois que c'est régulièrement politique. Ouais, c'est ça, c'est une question de politique, et quand c'est facilité politiquement, regardez à Anvers, ça a été très vite. Enfin, il y a une tribune qui coince, mais mais ça c'est aussi, ça c'est des questions plus privées, mais je veux dire, Paul Gessens, il a dit je reprends l'Antwerp, je vais faire de l'Antwerp un gros club. Ça intéressait beaucoup la ville qu'il y ait un gros club à Anvers, parce que c'est bien pour l'image de la ville d'avoir un gros club. Regardez le Bossel maintenant par rapport à il y a 4 ans, c'est quand même pas le même délire, quoi. Ouais. Et c'est impressionnant, franchement, quand on arrive après, c'est un beau stade, c'est dommage que à cause de la manière dont c'est filmé, c'est ça. Il est pas rendu. Le problème, c'est qu'on voit la seule tribune où il n'y a personne. Mais donc, et après, oui, il y a des stades qui sont vieux et qui commencent à être un peu éclatés. Et ce serait bien de pouvoir les changer. Et c'est compliqué parce qu'il y a la politique, il y a des conflits parfois personnels. Donc, tout ça fait que. Mais ça, je pense pas que ce soit spécialement lié. Pour moi, le grand problème, c'est l'infrastructure. Mais je suis pas sûr que ce soit spécialement lié au fait d'avoir une culture foot ou pas. Tu parlais de l'engouement des supporters pour les Diables Rouges. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut espérer en Allemagne en juin et juillet, j'espère? Je suis vraiment très mauvais en pronostic. Je préfère vous le dire d'avance. Mais écoute, on te demande pas de mettre le un plus ticket, factuellement donc, pour toi. c'est ça. Ton analyse, puisque forcément, tu analyses tous les matchs. Je pense que actuellement, on a une équipe qui, par rapport à ce qu'on avait sous Roberto Martinez, est moins forte contre les équipes qui lui sont inférieures, mais va peut-être être plus compétitive contre les équipes qui lui sont supérieures. Ça reste un point d'interrogation parce qu'on n'a pas encore eu vraiment de confrontation de ce genre-là. Mis à part contre l'Allemagne, mais c'était un match amical et Hansi Flick avait fait n'importe quoi au début du match et c'est là que la Belgique a gagné le match. Je pense que cette équipe-là est capable de challenger un peu tout le monde. Peut-être pas de battre tout le monde, mais il y a peu de matchs où elle part battue. Même si je suis pas sûr qu'on bat. Sur le long terme, on est sans doute actuellement moins fort que la France, que l'Angleterre, que le Portugal. Mais sur la réalité d'un seul match, il y a des scénarios où la Belgique recommence à faire peur avec des individualités un peu rafraîchies. Quand on a Jérémy Doku qui est capable de dribbler à peu près n'importe quel joueur 3 fois, qu'on a Kevin De Bruyne qui a l'air d'avoir retrouvé l'envie de jouer au foot, c'est déjà des atouts qui permettent d'avoir une grosse équipe.
Et après, on est dans une nouvelle énergie aussi. Et ça, je pense que c'était important. Parce qu'au-delà de la pure qualité, parce qu'on peut toujours réécrire l'histoire dans tous les sens, mais si Lukaku marque une de ses 5 occasions contre la Croatie, on ne sait pas ce qu'il advient de la suite de la Coupe du Monde de la Belgique, ni de la suite de Roberto Martinez, ni de la suite de cette génération-là. Mais je pense que les gens en avaient marre et que c'est logique à partir du moment où on arrive, on voit tout le temps les mêmes têtes pendant... Jan Vertonghen, depuis 10 ans, j'ai l'impression d'avoir vu plus que ma mère, quoi. Et donc, mais à un moment, c'était toute cette équipe, plus le coach qui était comme ça. Et donc, je crois qu'il y avait besoin d'un renouvellement. Et on sent maintenant que l'énergie est positive. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important qui peut permettre de déjouer les pronostics. Après, est-ce que la Belgique est un des 3 favoris de l'Euro? Non. Est-ce que la Belgique est entre le 4e et le 10e? Ouais. Tu trouves qu'on est bien coaché depuis que Tedesco est là? Je trouve intéressant. On voit qu'il est encore en recherche de pas mal de trucs. Je trouve qu'il n'a pas eu peur de faire des choix forts. Et ça, c'était important. On sent qu'en fait, les choix qu'il fait sont au service de ce qu'il veut mettre en place sur le terrain. Et je crois qu'il ne s'est pas spécialement rendu service aux yeux de la presse et des clubs en faisant certains choix. Il n'a pas fait de choix politique. Après, moi, on m'a toujours dit que Roberto Martinez faisait beaucoup de politique et j'ai jamais vraiment trouvé qu'il en faisait. Mais c'est un point de vue très personnel. Mais donc oui, on voit des choses qui sont en train de se mettre en place et je pense que ça a le mérite de recevoir du temps. Mais il faudra voir. Il y a encore des vraies fébrilités à la relance. On a perdu beaucoup en qualité technique dans l'axe défense, milieu de terrain, même milieu de terrain offensif. Bah d'ailleurs, tu regardais le match Atlético Inter, désolé de te couper, mais quelqu'un comme Witsel, tu penses qu'il ferait du bien ou quoi? Tu parles de la relance. Je pense que... Alors, bien essayé, mais c'est un piège dans lequel je ne tombe jamais. C'est pas moi le sélectionneur. Mais non, mais ce que je pense par contre, c'est qu'il faut toujours bien faire attention au contexte dans ces cas-là. La façon dont joue l'Atlético n'a pas grand-chose à voir avec la façon dont jouent les Diables. Le système de jeu n'est pas le même. C'est pas la même chose de jouer dans un 3 ou dans un 2 défensif axial. Witsel a des qualités qui pourraient être utiles et des défauts qui pourraient être chiants. Et donc, je pense que le choix de ne plus le mettre au milieu de terrain, quand on voit les profils de milieu de terrain qui sont sélectionnés depuis, on comprend tout à fait. Et que son repositionnement peut rebattre les cartes. Mais le problème, c'est qu'il y a toujours une quête de certitude. Enfin, c'est sans doute la dernière quête qui reste un peu à Tedesco dans l'équilibre qu'il est en train de mettre en place, c'est comment est-ce qu'on équilibre la défense centrale. Et l'autre question va être comment on remet tout en place quand on récupère Kevin De Bruyne. Parce qu'il y a pas mal de choses qui ont été faites depuis que... Sans lui, enfin par la force des choses. Mais c'est évident que l'équipe, à la base, elle était construite autour de lui pour le mettre dans son rôle favori, un peu axe offensif droit, où il peut aller dézoner pour aller centrer ou venir à l'intérieur du jeu. Avec beaucoup de liberté, et toute l'équipe était un peu conçue pour ça, avec un latéral droit qui montait pas trop, avec Luke Bacchio qui donnait de la profondeur pour que justement l'espace soit là pour De Bruyne, avec un milieu qui complétait un peu pour qu'il ait cette zone-là de liberté. Forcément, il a fallu adapter sans lui. Est-ce qu'on va repartir au plan de départ alors que depuis, il y a quand même des dynamiques qui ont évolué, notamment le niveau de Doku, l'éclosion de Bakayoko. Luke Bacchio qui joue plus trop. Ouais, tout ça, ça va être intéressant à suivre. Et moi, en fait, moi, j'ai pas de préjugés par rapport à ça. Il n'y a pas des choses que j'ai envie de voir. J'ai juste envie de voir ce qui va se passer et voir comment Tedesco va bouger. Et ça va être intéressant. Mais je me dis pas, j'ai envie de voir Witsel ou j'ai envie de revoir Alderweireld ou j'ai envie de voir Maxime de Kuyper. Donc, si par exemple, je te demande le milieu idéal que tu verrais titulaire à l'Euro en partant du principe que tout le monde soit fit. Je te réponds, je suis pas sélectionneur. T'as vraiment envie de le coincer pour qu'il donne son équipe. Ça sera intéressant vu que tu analyses beaucoup de matchs et qu'en plus de ça, au niveau tactique, tu fais bien le travail. Donc, au niveau, par exemple, de l'équilibre, genre, à quelle position? Parce que moi, je suis toujours un peu étonné de voir Onana occuper la pointe basse du milieu, alors qu'à Everton, il a un rôle différent. Et je trouve même que dans son profil, normalement, c'est quelqu'un qui a plus attrait à partir vers l'avant et qui peut même faire des différences sans ballon. Et donc, je trouve que ça le contraint quelque peu. Et donc, en fait, je me demandais si, par exemple, cette utilisation tactique de Tedesco, c'est quelque chose que
qu'est-ce que tu trouves, par exemple, sur... Moi, je pense qu'on voit beaucoup de ses faiblesses en milieu défensif. Elles ont pour l'instant été bien gommées par les circonstances ou mais c'est pas un joueur qui reste en place. Moi, la comparaison dans les déplacements, qui n'est pas du tout une comparaison dans le style de joueur, mais c'est un peu comme Nainggolan. Nainggolan, on a voulu le mettre longtemps, tout le monde disait on doit le mettre milieu défensif parce qu'il faisait des tacles impressionnants et il mettait des taquets, quoi. Mais en fait, ça n'a jamais été un milieu défensif. Et d'ailleurs, le sommet de sa carrière, c'est qu'il joue deuxième attaquant avec la Roma, et Martinez ne le fait pas jouer là parce que il a Eden Hazard et Kevin De Bruyne. Donc, ce qui se comprend. Oui, je pense que ça avait du sens. Mais donc, pour moi, la logique est un peu la même. C'est pas un joueur qui reste en place. Après, c'est encore un jeune joueur et c'est quelque chose qui peut évoluer, mais c'est pas son tempérament naturel. Donc, ça, pour l'instant, ça fonctionne dans l'équilibre. Et il faudra voir comment ça peut fonctionner contre des équipes qui vont essayer d'insister là-dessus. Mais pour moi, c'est pas naturellement un numéro 6. Guillaume, on arrive tout doucement à la fin de cet entretien et on aime bien généralement terminer aussi par le 11 de l'invité. Bon, jusqu'à présent, on avait eu des joueurs et des coachs, du coup, on leur demandait les joueurs avec qui ils ont joué et les joueurs avec qui ils ont entraîné. Mais dans ton cas, ce sera plutôt le 11 des joueurs que tu as eu l'occasion de rencontrer dans ton métier de journaliste sportif. Ça peut être des coachs aussi qui, avant ça, étaient joueurs. Mais en gros, crée-nous ton 11, tu as carte blanche. J'y ai pas réfléchi à l'avance alors que j'avais reçu la question. Et oui, je tiens à préciser, on se prépare. Au but... j'ai rencontré, j'ai fait il y a 2 ans, je pense, l'interview d'Arnaud Baudard. Et j'avais, de l'image que je voyais dans les interviews, l'impression d'un personnage un peu lisse et un peu le genre que le journaliste redoute qui va dire que des phrases toutes faites et tout. Et en fait, en creusant un peu pour préparer l'interview, j'ai appris que c'était un gars qui apportait vraiment un soin très particulier à plein de choses dans sa carrière, à analyser son jeu. Je suis quasiment sûr maintenant qu'il travaille avec Jacques Borlé pour tout ce qui est aussi un peu proprioception. Et tout ça, c'était assez intéressant. Ça avait été une interview surprenante. J'ai longtemps suivi Charleroi et donc j'avais fait l'interview de Nicolas Pento, qui était un mec très intéressant parce qu'il avait une carrière très riche et il avait un avis assez marqué sur le jeu. Mais Baudard m'a plus marqué dans le sens surprise par rapport à ça. En défense centrale, ça va être une équipe par contre éclatée, je vous le dis. On la jouera pas, Football Manager. Non, la jouez pas surtout maintenant. En défense centrale, un mec que je trouvais incroyablement riche, c'était Javier Martos qui jouait à Charleroi, qui a été formé au Barça, qui avait une analyse du jeu qui était vraiment très très marquée et qui était en plus un gars vraiment d'une gentillesse exceptionnelle. On pouvait l'appeler pour n'importe quoi, pour n'importe quel sujet. Il était toujours intéressant, toujours intéressé. Donc lui, c'est vraiment un gars qui m'a beaucoup marqué. J'ai eu la chance d'interviewer Sergio Gomez. C'était pas la meilleure interview de ma vie, mais c'est quand même un vrai joueur, donc ça je le place à l'arrière gauche. J'ai pas fait beaucoup d'arrière droit, je crois. J'en vois pas comme ça. Milieu de terrain, j'ai fait Luis Garcia qui jouait à Eupen, qui a aussi une vraie carrière et qui a joué une finale de Coupe UEFA avec l'Espagnol Barcelone. Et lui aussi, c'était un gars pour parler de foot. Je crois qu'on avait parlé pendant encore une demi-heure après l'interview de plein de choses. J'ai fait plusieurs interviews d'Ivan Leko et c'était toujours super intéressant. Je pense qu'il peut être milieu offensif. Il le mérite. C'est un gars vraiment extrêmement riche pour parler de jeu. Et pour compléter mon milieu de terrain, je vais mettre Will Steele, avec qui j'ai eu la chance de jouer quelques matchs. Et je le mets milieu de terrain alors qu'il a souvent joué défenseur central, mais il détestait ça. Donc ça lui fera plaisir de jouer milieu def. Et moi, je suis vraiment marqué par sa réussite actuelle et par son énergie, en fait. Moi, c'est vraiment un truc qui me fascine. C'est chaque fois qu'on voit des images de Reims, on a l'impression que les mecs, ils vivent leur meilleure vie, quoi. Et je pense qu'il contribue beaucoup à ça. Moi, je crois très fort au fait que l'humeur d'un coach est l'humeur d'un groupe. Et lui, pour ça, il est hyper fort. Vraiment, vous voyez cette séquence à Téléfoot où il marque sa lucarne. Là. Et il charrie moi, tous je les vois autres. l'image, c'est sûr qu'il va marquer, quoi. En plus, il a la baraka de ouf. Ça fait 3 ans que tout est réussi. C'est sûr qu'il va la mettre.
Et évidemment, il chambre derrière. Mais pour ça, il est vraiment très fort. J'ai quand même fait Luis Suarez en interview. Une interview très organisée parce que quand... avec Footmag, on était partenaire du Soulier d'or européen. Et donc, c'était lui qui l'avait gagné. Je ne sais plus l'année. Je crois que c'est 2016 parce que c'est l'année où Guardiola arrive au Barça. Parce que la veille, j'étais allé voir Barça City en Ligue des Champions. J'ai pu poser une question et j'avais dû l'envoyer 3 mois à l'avance. Mais quand même, j'ai une photo avec Luis Suarez, c'est stylé. Et puis c'est un bon 9. Donc, pas dégueulasse. Laissons-nous une chance de marquer des buts. Qui j'ai fait encore? Avec le temps, j'ai fait tellement d'interviews. Ceux qui me viennent encore en tête, j'ai fait une fois Lior Refaelov avant une finale de coupe. Super mec aussi, vraiment la classe, quoi. Gentleman. On avait beaucoup parlé du foot de Company et il était assez intéressant là-dessus. Il y avait une phrase qui m'avait marqué. Il m'avait dit, avec Company, on est dans un jeu où, quelle que soit la situation sur le terrain, on a l'impression qu'on peut être dangereux tout de suite après. Et c'était vraiment intéressant parce que, il a eu la chance de côtoyer quand même beaucoup de coachs. Et il s'est retrouvé avec cette posture d'avoir encore envie d'apprendre à son âge, alors qu'il aurait pu dire, mec, moi j'ai gagné le Soulier d'or, laisse-moi tranquille. Mais on sentait qu'il était vraiment dans l'envie d'encore apprendre. Ça m'avait vraiment marqué. Je pense qu'il me manque encore un défenseur central, un ailier droit. Je suis parti en 4-3-3. Pourtant, c'est vraiment pas mon foot. Mais un Carrasco, défenseur central, un tu l'as ailier pas droit. interviewé? J'ai pas interviewé Carrasco, non. J'ai déjà parlé avec lui en zone mixte après un match, mais bon, ça c'est de la triche, c'est pas une vraie interview. Non, chez les Diables, j'en ai pas fait tellement. J'ai fait Charlie Moussonda Junior. J'allais y venir parce que... Interview incroyable. Vraiment, les personnages fous. C'était quand il jouait au Betis. Son début incroyable. Il était trop fort. Les premiers pour la petite histoire, je sais plus si tu te souviens, tu m'avais ramené le maillot. Tout à fait. Je l'ai aussi, je l'ai toujours. Malheureusement, je ne sais plus le mettre. Je sais encore le mettre, mais j'espérais qu'il allait prendre en valeur sentimentale et valeur tout court, mais pas du tout. Mais on pourrait le mettre sur un flanc. Charlie 2016, sur un flanc, ça le fait. Il était très sûr de lui en plus dans son interview. Tu m'avais dit ça. C'était vraiment fascinant. Et qui Messi, en fait, j'ai fait Victor Osimhen. Ah oui, ok. Victor Osimhen. Du coup, tu gardes Luis Suarez aussi? Je mets Victor Osimhen arrière droit. De toute façon, il manque un défenseur central. On joue tout vers l'avant. Non, Osimhen à Charleroi, vraiment marqué par le personnage. On sentait la détermination. C'était sûr qu'il allait réussir. Vraiment, ça m'a rarement autant marqué. Le mec était en mission, quoi. Il était là, on voyait que Charleroi, c'était une étape et que le mec allait décoller très très haut. Il avait une dalle. Quand il jouait avec Charleroi, c'était incroyable. C'était de très loin le meilleur joueur de l'équipe. Les mecs, donc moi je suis à Charleroi à ce moment-là. Je connaissais pas mal de gars dans le staff et tout. Après le premier entraînement, j'avais échangé 1 ou 2 messages avec un gars du staff. Il m'a dit, on a un gars là, je ne sais pas pourquoi il est là. Et c'était incroyable. En plus, il jouait dans un Charleroi qui tournait pas. Il courait comme un animal. Il finissait tous les matchs avec des crampes. Alors qu'il aurait pu dire, les mecs, je suis 12 fois plus fort que vous, donnez-moi juste la balle, quoi. Non, c'était franchement fascinant. Et le personnage dans l'interview et tout, en plus, il a une histoire de vie. Il était sur le dos de sa mère qui vendait des bouteilles d'eau au milieu de la route à Lagos, quoi. Donc, on est quand même sur un vrai parcours cabossé. Le gars avait été refusé dans tous les clubs parce que son genou était un peu abîmé. Non, là, vraiment, pour moi, c'est une de mes rencontres humainement qui m'a le plus marqué en interview parce que c'était un gars d'une humilité par rapport au niveau qu'il avait et qu'il allait avoir et d'une saine ambition. C'était vraiment très marquant. Je sais plus si j'en ai 11, mais on doit pas être loin. Ouais, je pense qu'il y a les 11. Hein. T'as fait le calcul. Mais écoute, Guillaume, grand merci. Sans surprise, ton entretien a été super intéressant. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous. Je m'y attendais, mais je suis quand même hyper content d'avoir pu t'accueillir dans notre podcast et je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite et j'espère de belles analyses de beaucoup de matchs à l'Euro et pas juste des 3 de poule. J'espère aussi. Super. Merci beaucoup en tout cas, Guillaume, et à la prochaine. À la prochaine.